Chères spectatrices, chers spectateurs, nous avons développé dans la dernière année un délicat dialogue. J'ai pu vous entendre sur vos doutes, vos craintes, j'ai entendu vos fous rires, vos élans de joie, et il m'a semblé crucial d'aborder la prochaine saison par le biais de la fiction. Dans les derniers mois, j'ai cherché les histoires les plus étonnantes, les plus enlevantes, pour anticiper l'avenir avec un peu plus de nuances, d'empathie, de tendresse. C'est une saison axée sur le dialogue, sur l'échange, sur les relations qui ont le potentiel de nous transformer définitivement. Je vous propose donc un voyage entre l'épique et le quotidien, entre des œuvres phares québécoises et le théâtre shakespearien. On naviguera dans des univers bien présents de la capitale nationale, des banlieues les plus sombres jusqu'à Wendake. C'est une saison où le pardon, le deuil, la jalousie émergent à travers des relations amicales, familiales ou amoureuses qui nous traversent et nous rendent plus poreux. C'est une saison pralinée, à la fois sucrée et nutritive, extatique et intime. Voici la 54e saison du théâtre Le Trident. Le dessin a servi, en tout cas. Mais Ah, c'est tellement beau. pour la rentrée, en septembre, je reçois Michel Rabagliati, Lorraine Côté. Vous allez adapter un roman de Michel, Paul à la maison. Cette année, on célèbre les 25 ans de la première édition d'un Paul à la pastèque. Qu'est-ce qui explique, Michel, ce grand succès de Paul? Ben, c'est une surprise parce que, tu sais, au départ, c'était pas voué à durer bien longtemps. Quand j'ai commencé à faire de la BD, il n'y avait aucun éditeur au Québec. Fait que les gens se reconnaissent dans le personnage, c'est ce qui se passe. Ils se reconnaissent dans la famille du personnage, se reconnaissent dans ses habitudes, le langage, les échanges. Ça leur sonne une cloche. Ça se passe au Québec, ça se passe à Montréal. Fait que il y a de ça là-dedans. Il y a l'attachement pour la région, pour le personnage, et puis pour son environnement, sa famille, tout ça. C'est un monsieur tout le monde à qui tout le monde peut vraiment s'identifier. En plus de ça, il n'est pas très gars, il n'est pas très fille non plus. Il est un peu entre deux, tu sais, c'est comme... Ça peut être un gars, ça peut être une fille. Il évolue dans le Québec d'aujourd'hui, des années 60 jusqu'à 2000, quelque chose comme ça. Puis c'est ça, c'est sa vie. Ça a été mon pari, puis c'est un pari qui, semble-t-il, a fonctionné. Lorraine, Oui. tu vas signer la mise en scène. Qu'est-ce qui t'attire dans ce théâtre de la quotidienneté, dans ces tragédies-là, presque banales, mais qui portent énormément de douleur? Moi, ce que j'aime beaucoup de ce que fait Michel, c'est que il sublime l'ordinaire, hein, avec ses dessins. Il prend la peine de redessiner des maisons qu'il voit tous les jours parce qu'il passe devant tous les jours. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire, cette sublimation-là. Puis je pense que le théâtre va permettre aux gens de rentrer, de pénétrer dans la BD. C'est ce qu'on veut faire là, avec mon groupe de concepteurs. Michel, il dit, moi, je trouve ça fabuleux de séduire les gens, pas de les séduire, mais d'émouvoir les gens avec une feuille de papier, une plume et de l'encre. Et je rejoins des gens partout dans le monde et les gens sont touchés. Et moi, ce qui m'émeut au théâtre, c'est de prendre un bout de carton, puis faire une marotte, puis la faire bouger. J'aime beaucoup le théâtre de marionnettes, j'aime le théâtre d'objets, j'aime ces théâtres-là qui sont low-tech. Hein? Puis le public aussi est partant et bon joueur. Exact. Parce que quand c'est comme moi, je publie une BD en noir et blanc, c'est quand même du noir et blanc, c'est juste du papier, là, puis c'est flat, c'est 2D, il n'y a pas de musique. Puis il y a des gens qui me disent, j'ai pleuré, j'ai adoré ça, ça m'a touché profondément. C'est quand même fou, c'est juste du dessin. Puis c'est très limité là, au niveau technique. Puis le théâtre aussi a ses limites que j'aime aussi. Je veux que le public participe à la création du spectacle. Alors, quand on prend des objets qu'on met ensemble, on met un acteur, on met une réplique, on met une musique, le public, il doit tout assembler ça, tout coller ça et finaliser l'image. Ça ressemble à la bande. Ça ressemble vraiment à la bande dessinée. Ça ressemble à un langage qui n'est pas fini. Tu sais, c'est comme le spectateur doit faire un petit travail en BD aussi. Puis le fait que ce soit un spectacle live, ça rend ça encore plus magique parce que on peut recréer une image
fabuleuse, mais moi, c'est ce que j'aime faire. Quand je crée une image, j'aime montrer comment on la fabrique. Ouais. Comme toi, à ta table de dessin, quand tu nous montres Paul en train de dessiner. Exact. Donc ça, j'aime ça, cette mise en abîme-là. Là, on crée la magie, on vous montre toute la recette, on vous montre tout comment on fait. Là, c'est pas David Copperfield. Là, tout le monde sait comment ça marche. Et la magie arrive et on sait que ça va arriver, mais on est étonné quand même. Absolument. On est ému quand même. On est bouleversé quand même. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Le choix de Hugues Frenette est important quand même parce qu'il personnifie ce grand héros-là qui est assez mythique pour la plupart des Québécois. Qu'est-ce qui t'attire, Lorraine, chez Hugues, ou ça sera quoi le défi par rapport à Hugues? Ben Hugues, qu'est-ce que tu veux? Je l'appelle toujours Petit Hugues, depuis toujours, c'est Petit Hugues. Petit Hugues, je l'adore, hein, je surprendrai personne en disant que c'est un acteur d'exception, vraiment, un artiste d'une immense sensibilité, et c'est un acteur extrêmement malléable. Ouais. C'est ce qui est formidable chez lui, c'est qu'il va vraiment... Il est très détendu dans les répétitions, puis il s'abandonne et il suit le mouvement, il imprime le mouvement parfois aussi, mais il est extrêmement malléable. Et c'est quelqu'un qui a énormément d'humour. Je trouve qu'il ressemble à Paul un peu. Mais oui. Parce qu'il est un petit peu grognon. Grognon sympathique. Ouais. Puis, comme c'est une bande dessinée qui est quand même assez sombre. Oui, c'est sweet and sour, comme on dit. Il y a de l'humour au détour d'une page. Donc, c'est sûr que Hugues, il va se lancer beaucoup. Il va y avoir beaucoup d'humour parce qu'il est capable juste d'être là, de rien faire, puis on rit. Parfait. C'est quelqu'un qui a énormément d'humour. Et c'est ça, qu'est-ce que tu anticipes, Michel, de voir comme découverte en général? Là, c'est pas facile de visualiser ça, mais je vois une scène, je vois Hugues. Oui, je trouve quand tu m'as proposé Hugues, je suis allé voir des photos de lui, je suis allé voir les petites vidéos. Ben oui, c'est exactement ça. Je le trouvais exactement. Je l'imaginais un peu avec une dégaine camisole, là, avec sa tondeuse. Ben oui, là, il peut faire un très beau Paul à la fin de la cinquantaine, un peu déprimé. Où est-ce que plus rien ne va? Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez faire avec ça. C'est pas mon métier, puis je trouve ça le fun que ce soit le vôtre. Puis moi, évidemment, vous faites ce que vous voulez, puis c'est super cool. Puis je suis sûr que vous avez plein de bonnes idées. Bon, on l'espère. Lorraine? C'est assez inspirant. Lorraine, par curiosité, là, tant qu'à être là, y a-t-il une image que tu peux nous révéler qu'il y a dans ta tête de manière de transposer de la bande dessinée à la scène? Pour le moment, ce que je vois la page de couverture, la silhouette de Paul, le titre qui apparaît, le pommier à moitié, parce qu'on veut avoir des écrans. Hein? Et tout à coup, la silhouette s'anime. Et le petit biscuit aussi, ça s'anime. Là, tout à coup, apparaissent des images d'épicerie. Puis là, il y a un personnage en ombre chinoise qui traverse avec un panier d'épicerie, puis qui arrive en avant. C'est Hugues avec son panier, une tomate. Puis on se retrouve tout à coup, on projette des images de l'épicerie en couleur et là, il traverse. Alors, je veux vraiment que les gens sentent qu'ils sont devant un livre et qu'on sente la page qui tourne. Et on se retrouve à l'épicerie. Et enfin, là, c'est les premières images. On va le découvrir. On s'amuse beaucoup, hein, déjà. Merci d'être là. Merci. Merci. Le fan. Ah, ça va, ouais. D'ailleurs qu'on est là. Marie-Josée Bastien, Joseph Saranès. Oui. En novembre prochain, vous allez présenter Yahendawa, ce que nous sommes. C'est une pièce qui est écrite par toi, Marie-Josée. On te connaît beaucoup comme metteuse en scène, comme comédienne. Tu vas jouer et écrire ce spectacle-là, qui est une saga familiale, une fiction, mais inspirée de votre
votre famille. Mais tu as très bien résumé tout ça. Mais c'est quoi cette saga-là? Écoute, il y a quelques années, il y a eu une pandémie, je ne sais pas si vous êtes au courant. Ah. Et dans ma famille, il y a eu beaucoup de mortalité. Tu sais, mes grands-tantes sont disparues. Toute cette génération qui disparaît et qui laisse plein de cadeaux aux arrière-petits-enfants. Ouais. Donc, je me suis retrouvée au chalet, parce que je me suis réfugiée à mon chalet parce que la ville m'étouffait, étrangement. Et je me suis retrouvée dans une place que j'adore, le chalet, avec des caisses et des caisses de papier, de lettres, d'objets aussi, des petits objets, de photos. J'adore les photos, j'adore les photos. Et j'ai commencé à lire ça et à découvrir que, finalement, on en connaît moins qu'on pense. Je suis partie de quelque chose de très particulier que j'ai découvert en lisant ces journaux-là, que mon arrière-grand-père, qui avait une tannerie, avait intenté un procès contre la ville de Québec au sujet de la rivière Saint-Charles. D'où le titre Yahinawa. Oui, exact. Qui veut dire rivière. Qui veut dire rivière. Et là, je vais vous mélanger des punchs, mais il y a quand même des bons punchs. Et tout à coup, j'ai fait, mais je ne connais... Oui. Il y a quand même pas mal beaucoup. C'est quand même pas pire. Et là, tout à coup, j'ai dit, lui, il a laissé ça comme... il a transmis ça. Et ensuite, j'ai eu envie de développer d'autres histoires, comme sur cette génération, l'idée d'un tissage, un maillon, un tressage entre cette génération de Wendat. Oui. Voilà. Joseph, on te connaît de la Révélation Radio-Canada 23-24, entre autres, comme artiste musical. Ça te fait quoi de faire une conception musicale au théâtre? Ben, c'est pas la première fois que je le fais. Ouais. C'est probablement la 4e ou 5e fois, mais j'ai beaucoup travaillé avec des théâtres à l'extérieur du Québec, aux États-Unis, à New York, sur Broadway. Donc, c'est des productions qui sont très différentes. J'irais même jusqu'à dire plus impersonnelles, surtout dans la situation dont on parle, parce que là, c'est vraiment, c'est ma famille, c'est mes ancêtres, c'est donc quelque chose de très personnel. Moi, je le vois pas comme un travail de création, mais vraiment comme une expression, comme une conversation qui se transpose en musique. Ouais. Mais pour moi, c'est l'occasion de faire rayonner la culture Wendat encore plus, mais aussi de vraiment réaffirmer ce que notre génération peut apporter au niveau musical aussi. Donc, avec les outils qu'on a, faire évoluer cette musique-là, cette culture-là qui vient de chez nous, ces tambours-là qui sont utilisés depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, puis les amener sur scène, puis avoir justement la permission de les moduler un peu à la façon un peu, à la saveur d'aujourd'hui. Ouais. Donc, pour moi, c'est une chance, mais c'est un plaisir avant tout de partager ça aussi avec les miens. Écrire une saga familiale avec des membres de ta famille, oui. En même le spectacle, oui. Là, on parlait tantôt du tricot que tu as autour du cou, oui. Qui a été fait par ta sœur. Oui. Sur l'affiche, on voit aussi... un autre cousin. Oui, un autre cousin. Et un tissage qui a été fait, entre autres, par un groupe de femmes, dont ta mère. Oui. Ça te fait quoi, ça, de partager la scène? C'est là, à ce moment-là, que je pourrais pleurer, mais je ne pleurerai pas. Je trouve ça bouleversant. Gars, je vais pleurer. Mais non, je pleurerai pas. Non. Ben non, parce que j'aime rire. Mais non, je trouve ça bouleversant de me commettre de cette façon. Ça arrive rarement dans une vie, je trouve. Puis tout à coup, je pense que je suis rendue là dans mon processus artistique, de laisser cette place-là, de laisser cette partie-là de moi s'exprimer. C'est très important pour moi aussi de dire que dans l'histoire, oui, il y a la réalité, mais il y a beaucoup la fiction. Pour moi, le côté théâtral arrive beaucoup par la fiction. Fait que je vais dire le mot réalisme magique, je l'emprunte à une autre communauté, mais il va y avoir des fantômes, il va y avoir des rencontres improbables. Parler aussi de la communauté Wendat est quand même quelque chose de très particulier. C'est la seule communauté Wendat qui existe au Québec. Donc, j'ai lu plein de choses et tout à coup, je suis extrêmement fière de cette communauté, même si j'habite pas dans la communauté, mais ma famille y est. Et tout à coup, j'ai eu envie de rendre justice à cette communauté-là et de tisser des liens aussi avec le public, les faire découvrir au public. C'est toute une affaire de métissage, de tissage. On est le lien qu'on tisse aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi. La danse fait partie quand même de ton identité, mais aussi de ta pratique. Jobette, je sais que tu es attirée quand même par ce médium-là. Quelle place le corps va prendre dans ce spectacle-là? Je sais bien que, personnellement, quand j'écris des spectacles,
le corps est vraiment important. Que ça soit juste des ruptures des ruptures physiques qui peuvent nous entraîner dans une autre scène, tout ça. J'aime beaucoup l'idée que la danse habite l'espace ou que on puisse partir des rythmes pour créer des scènes. C'est sûr, c'est mon dada. Merci, vous deux. On se retrouve en novembre. Oui! C'est fini. C'est fini, Jojo. Coupé! Ça vous va-tu, les petites interventions? Ben oui. Ouais, mais surprends-moi, là. Sinon je vais attendre. Marc-Antoine Malo, co-directeur général et directeur administratif. Mylène Feuilletot, directrice des communications. Il y a une question qui me taraude depuis le début de mon mandat au Trident. De quoi le public a besoin, selon vous? Bien, je suis pas certaine que c'est un besoin, mais moi, ce que j'ai envie, c'est de les accompagner, de leur donner des moyens de réfléchir, parce que je pense que quand on vient voir des arts vivants, quand on vient voir une pièce de théâtre, ça nous habite longtemps comme spectateurs. Puis souvent, on a envie d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. C'est pour ça qu'on va encore cette saison offrir des web-documentaires et des balados qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion pour donner d'autres pistes aussi que celles qui sont abordées dans le spectacle pour le public. Ça, je trouve ça assez intéressant. J'aime aussi qu'on puisse en discuter. C'est pour ça qu'on offre les vendredis causeries, la première semaine des représentations, où le public peut rester en salle après et poser des questions aux artistes. Toujours très apprécié. Toujours très apprécié. Et de plus en plus de gens en profitent. Et aussi les avant-scènes. Donc, avant une représentation, une espèce d'entrevue entre toi et un concepteur du spectacle qui nous permet aussi d'aller un petit peu plus loin avec le public puis de réfléchir avec eux comment le spectacle s'est construit. Merci de réfléchir avec nous. Merci. Marc-Antoine? Moi, j'aurais envie de souhaiter au public de sortir de leur quotidien, d'aller, de stimuler la rencontre, la découverte. On sait qu'il peut y avoir des freins à la sortie théâtrale. Si c'est une question de capacité financière, on renouvelle le programme Payez ce que vous pouvez, donc qui offre aux spectateurs de débourser le montant qui leur convient. C'est une collaboration du Grand Théâtre de Québec. Il va y avoir plus de représentations, plus de billets disponibles dans cette catégorie de tarifs. On a le tarif 30 ans et moins à 30 $ tout inclus qui est renouvelé. Pour les parents où la sortie est peut-être plus difficile à organiser, les étincelles sont renouvelées évidemment. Donc, pendant que les enfants créent en salle de répétition, les parents sont en salle de représentation pour assister à la représentation. Une présentation des caisses Desjardins de Québec et du Plateau Montcalm, qui sont également partenaires des billets coup de cœur. Accessibilité? Accessibilité également, qui évidemment, on revient avec une représentation signée LSQ, une représentation en audiodescription. Donc, pas d'excuses, il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est vrai, puis ça a tellement bien marché cette année. C'est tellement beau de pouvoir les accueillir. Moi, ce que je souhaite, c'est peut-être qu'on aille les rejoindre davantage. Je pense qu'il y a plein de manières pour ça. Il y a la médiation, mais je trouve que le public se déplace beaucoup pour venir nous voir. Naturellement, on est au Grand Théâtre de Québec. Mais cette année, on a vu qu'avec 5 spectacles, on a voyagé un petit peu partout au Québec, principalement à Montréal. Et là, l'an prochain, Michelin de Michel-Maxime Legault va être sur les routes du Québec. Fait que ça, je pense que c'est une grande fierté pour nous autres qu'il y ait de la circulation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, bon spectacle. Bon spectacle. On parle, la gang. Moi, j'ai hâte, là, des répètes de groupe, là. Ouh! Ça va être quelque chose, genre de voir le décor. Anne-Élisabeth Bossé, Olivier. Charles Roberge. Allô. Ce n'est plus un secret, je vais monter les gens, les lieux, les choses de Duncan Macmillan avec vous dans le spectacle comme interprète. Annélie, c'est quoi cette histoire-là qu'on va faire ensemble? Ben, on va pas se le cacher, c'est une histoire d'addiction. Oui. C'est une histoire d'une comédienne aux prises avec des problèmes d'addiction qui sera forcée à aller en cure et qui va rencontrer toutes sortes de personnages et c'est pas, je trouve que c'est pas une grande histoire de rétablissement ordinaire. Je pense que ça m'a emmené dans toutes sortes de zones dans la lecture. Je sais pas toi, Charles,
Évidemment, j'irai pas à dire que la solution est l'addiction, mais je trouve pas que c'est une si grande lumière que le rétablissement non plus. Oui, je comprends. Fait que c'est une grande réflexion sur cette recherche de nirvana, cette fuite, mais aussi sur le fait qu'il n'y a plus tant de lumière de l'autre bord non plus. Ouais. Bref, je sais pas, là, je me lance un peu en disant ça. Je sais pas si vous êtes d'accord. On dirait que j'embarque dans le narratif où le moral est bas ces temps-ci. Puis c'est assez facile de vouloir chercher un plaisir dans la consommation. Complètement. Puis c'est là que ça devient dangereux de tomber dans la dépendance. Ouais. Surtout quand on est mal outillé, étant jeune. C'est aussi... c'est un peu valorisé de consommer. Dans la culture populaire, c'est le fun de consommer, puis tu deviens cool, tu sais. Ouais. Fait que mal outillé, tu peux vite tomber dans un schéma de dépendance. Oui, puis en vieillissant, c'est de moins en moins... Tu as raison, il y a quelque chose de sexy d'être un mess quand on est jeune, mais à un moment donné, tu perds tes alliés, puis à un moment donné, tes amis se tournent contre toi parce qu'il y a quelque chose de... Il y a un dédain en vieillissant de cet état-là, là, comme t'as un peu perdu tes taxis, t'as encore perdu ton portefeuille, c'est plus drôle. Là. Mais aussi, c'est comme une espèce de quête d'authenticité de dire... parce qu'Emma est comédienne, tu sais, est-ce qu'elle est elle-même quand elle est sur scène? Est-ce qu'elle est elle-même quand elle est justement... sous l'emprise de certaines drogues. Fait que cette recherche-là d'authenticité, de quête de soi. D'essence profonde. Ouais, est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce qu'il y a un moment où on est vraiment authentique? Est-ce que l'authenticité existe? On dirait que moi, il y a aussi cette question-là qui me... Aussi, quand on l'est, on se détruit. Qu'est-ce que ça fait? C'est quand on y touche. C'est pas la partie rationnelle de nous, c'est pas la partie saine de nous, la partie authentique, des fois. Complètement. Moi, ça me trouve beaucoup, au quotidien, vrai. cette question-là. On te connaît pour tes rôles à la télé, naturellement. Qu'est-ce qui t'excite dans la scène? Tu sais, moi, quand j'ai commencé, moi, enfant, je voulais être comédienne, puis c'était du théâtre que je faisais à l'école, puis c'est au conservatoire que j'ai étudié, puis la dernière fois que j'ai joué, c'était en 2019, puis il était temps que ça revienne dans ma vie, là, la scène. Tu sais, je l'ai cherché par l'humour un peu aussi, mais l'humour, j'aimais pas ça être seule. Pas que je ferais pas de solo au théâtre nécessairement, mais j'ai vraiment hâte de retrouver une gang, raconter une histoire ensemble sur scène, en temps réel. J'ai hâte de revivre l'adrénaline. J'ai hâte des émotions que ça procure aussi. J'ai hâte de cette intensité-là. Ouais. Charles, tu as gradué en 2023. Yes. C'est tout récent. Tu vas jouer dans le Mythe d'Orphée dans quelques jours, quelques semaines. Qu'est-ce qui t'excite dans le fait de prendre part à cette production-là, par rapport à ce rôle-là, précisément, le rôle de Mark? Le rôle de Mark, c'est sûr que son combat continue contre soi-même puis contre sa dépendance, ça me parle, puis tout ce qu'il a vécu, puis la manière dont il est capable de s'en sortir, ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime dans ce personnage-là. Après, comme tu dis, le trip de gang, moi, c'est ça. J'ai hâte de jouer avec toute la gang, avec mon ancien directeur. Ça va être très cool. C'est vrai, Jean-Seb. Fait que c'est vraiment ça. J'ai hâte de bouger aussi. Je sais que t'es reconnu pour faire des trucs sportifs, puis ça me plaît, ça aussi. Ça me parle. Tout ça m'anime. Anneli, le rôle d'Emma, qu'est-ce qu'il y a de particulier ou qu'est-ce qui est le plus vertigineux à défendre dans ce personnage-là? Je le trouve pas vertigineux. Okay. Je le trouve enraciné, je le trouve profond. Il me fait pas perdre la tête, il me fait plonger beaucoup. Il me ressemble. Ouais. Oui, tu sais, sans rentrer dans les grands détails d'addiction, moi, c'est quelque chose qui me parle. Moi, j'irais pas jusqu'à dire un travail au quotidien que de me maintenir dans une route saine, mais c'est pas mon bac d'emblée, là. C'est pas... je suis facile à m'aspirer dans les bas-fonds de la nuit. J'ai toujours cette tendance. Influençable, parfois par les... Ça me plaît. Ouais, je comprends. Ça me grise beaucoup. Je trouve ça plus intéressant que me lever tôt et faire pousser des choses. C'est comme ça. C'est plate, on choisit pas, mais c'est de même. Fait que, non, j'ai pas peur. Au contraire, je vois plus une façon d'en parler sans tabou, de sortir de ma honte par rapport à ça, à mon personnage. J'ai pas peur de me laisser engloutir. Non, je vais le prendre dans le corps, dans l'empathie, puis dans le... Ouais. On se retrouve au DUCEP au début de la rentrée culturelle, en septembre, puis on va être au Trident en janvier. Ça te fait quoi de faire un petit séjour à Québec? Oh mon Dieu, je trouve ça bien excitant. Je suis honorée, je suis choyée, je suis flattée, je suis contente. Puis je suis contente de jouer 2 fois. Je suis contente qu'on le reprenne quelques mois plus tard, voir ce qu'en est devenu, puis 40 shows.
Toi, es-tu content de jouer à Montréal? Ben oui, je suis content. Merci d'avoir accepté ça. Puis on se retrouve en janvier. Yes. Veux-tu y montrer, Mylène? Ben oui, montre. Oui, je vais la voir. Ah, good. Là, on chauffe au gaz. Merci, c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Yes, 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 yes. Yay! C'est Noël, all right. Didier Lucien. Bonjour. En mars, au Trident, tu vas faire une adaptation d'Othello de Shakespeare. Oui. On connaît tous Shakespeare, on connaît mal Othello. C'est quoi l'histoire d'Othello? OK, l'histoire d'Othello, c'est un général africain qui est engagé par l'armée vénitienne pour combattre les Ottomans. OK, right? Ouais. Il est nouvellement marié. En revenant de la guerre, il vient rejoindre sa femme, mais il a son second, il lui a pas donné la promotion qu'il voulait. Et son second, qui s'appelle Iago, décide de se venger. Mais pas un peu. Ouais. Mettons beaucoup. Et c'est une tragédie. Fait que ça finit bien mal. J'imagine. Fait qu'il y a un suspense. Il y a un suspense là-dedans du début jusqu'à la fin. On ne sait pas comment ça va se terminer, tout ça. Oui, puis cette idée-là du suspense, me semble que c'est quelque chose avec lequel on a discuté, là, que tu as envie de cette espèce de... Oui, pour moi, ce que j'aime au théâtre, c'est ce que j'ai besoin. C'est que ce soit, que la structure soit mystère, suspense, surprise. Mystère, suspense, surprise, mystère, suspense, surprise. Puis là, moi, je suis capable de regarder un show complet parce que je dors rapidement au théâtre. Je comprends. C'est vrai. J'ai besoin quelque chose qui d'être arrive. maintenu, fait que... On te connaît beaucoup comme acteur. Yeah. Comme créateur à Québec, un peu moins. Pas du tout. Qu'est-ce qui... J'osais pas le dire, mais maintenant tu le dis. Qu'est-ce qui te distingue comme créateur? C'est quoi ta signature? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Tes obsessions, peut-être? Oui, en fait, comme je dis, je dors rapidement au théâtre. Fait que ce que j'ai besoin, j'ai un petit côté américain où j'ai besoin que ce soit entertaining. Ouais. J'aime bien quand on me raconte une histoire et que j'apprends quelque chose. Bien sûr. Fait que c'est un peu... Parlant de entertaining... Entertaining? Il y a eu cette première idée-là d'intégrer le cirque à une œuvre théâtrale. T'enseignes aussi à l'école de cirque? Oui, je suis conseiller artistique. En fait, je les aide à monter leur numéro. Okay. Et parfois, je fais de la mise en scène, ce que j'aime vraiment dans le cirque. Parce que la différence avec le théâtre, c'est qu'au théâtre, on entre de ce côté-là ou de ce côté-là. Et quelquefois de ce côté-là, mais c'est comme plate parce que ça bouge pas vraiment. Au cirque, c'est 360, mais dans tous les sens. Fait que c'est comme sphérique comme idée de mise en scène. Parce que je peux faire rentrer quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Fait que j'ai cette piqûre-là. Et j'ai besoin que ce soit comme ça au théâtre. Puis comment ça va s'intégrer? On va voir, c'est une surprise. mais le suspense a commencé. Oui, exact, c'est ce suspense. Oui. Surprise. Oui, mais j'ai une bonne idée encore de l'intégration de tout ça. Oui. Parce que je vois une pièce de théâtre un peu comme un montage de cinéma. Fait qu'il faut que les entrées et les sorties se fassent rapidement. Ben oui. Donc, il faut que ça fasse comme « Oh, regarde, attends un peu, là, je suis en train de manquer quelque chose. » Fait que pour moi, on change de poste constamment quand on change de scène. Oui. Rodley Pitt joue Othello. Yes. Linz Dantis joue Iago. Oui. Pour la petite histoire, pourquoi c'est ces deux interprètes-là? C'est parce que ça s'est passé de façon unusual. C'est quoi en français? Okay. Non habituel. Ça s'est passé de façon non habituelle. C'est que, bon, normalement, le metteur en scène a lu quelque chose, puis il fait comment? Mais là, cette fois-là, c'est Rodley et Linz qui sont venus me voir pour me demander si je voulais faire la mise en scène d'Othello. Parce que c'est pas normal non plus, c'est pas habituel comme idée que Iago soit joué par un homme d'ailleurs. Mais ça s'est déjà fait à Londres. Fait que cette possibilité-là était attrayante pour moi. Je savais pas ce qu'on allait faire avec ça parce que ça prend une grosse distribution pour jouer là-dedans. Fait qu'eux autres, ils ont foncé tout de suite. Moi, en étant le vieux, j'ai fait « ça marchera jamais. Ils voudront jamais nous... » Puis on a été voir Lorraine au TNM, puis... Ça a marché. Ça a marché tout de suite. Fait que je suis un petit peu surpris. Mais en même temps, c'est une pièce que je connais depuis longtemps et que je me disais « ça se pourrait que je joue ça à un moment donné. » Fait que c'est une vieille analyse. Mais j'avais comme oublié tout ça parce que j'étais pas sûr que je voulais la jouer. Mais
demandé de le mettre en scène, puis j'ai tout de suite vu une image de comment le spectacle serait. Comment le spectacle serait. Fait que mon cerveau il est parti tout de suite, puis ça, c'est un bon signe pour moi. Mais oui, mais ça. Une fois quand il y a des bougies d'allumage. Oui, je travaille pas à rebours. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il faut que le rêve décolle tout de suite pour... Coproduction entre le Théâtre du Nouveau Monde et le Trident. Oui! Avec beaucoup de personnages féminins qui viennent de Québec. Tu avais un take sur les personnages féminins ou ces scènes où des femmes discutent qui sont habituellement coupées des versions originales? Oui, c'est étonnant parce que dans les versions cinématographiques que j'ai vues, les rôles de femmes étaient tellement coupés qui étaient accessoires aux hommes, comme dans la plupart des trucs. Mais en lisant la pièce intégralement, je me suis rendu compte qu'il y avait des scènes extrêmement fortes avec les femmes et que ça nous donnait une image plus vaste de la société dans laquelle on baigne là-dedans. Ouais. Fait que ça donne de l'envergure à la pièce. Et c'est pas une pensée unilatérale masculine. Complètement. Oui, puis là, j'avais beaucoup plus d'intérêt. Fait que moi, quand j'ai parlé avec Jean-Marc, qui fait la tradition Jean-Marc Dalpé, j'ai fait, OK, on coupe dans les gros rôles. Les gros rôles de gars, on coupe. C'est pas grave, anyway. Il y en a assez. Il y en a assez de texte. Puis on remet le texte qui revient aux femmes. Complètement. Et j'avais un gros intérêt là. J'ai rencontré des actrices extraordinaires à Québec. Fait que ça s'est passé comme ça parce que je savais pas quel acteur ou actrice viendrait de Montréal ou de Québec. Puis ça a donné comme ça. C'est extraordinaire. Ça a donné comme ça. C'était pas prévu. La grande première va avoir lieu à Québec, avant même d'être à Montréal. On est assez... Pourquoi pas? Ben, j'espère. Parce que c'est Québec qui prime. On est très excités de ça. Merci Didier. On se retrouve en mars. Oh! C'est tout? C'est tout? Mais oui, ça va vite. Ah oui. Mais c'est parce que le reste, il faut comme le garder pour que ça devienne des images. Et pour moi, c'est ça, le théâtre, c'est un cadeau qu'on offre au public. Fait que on peut pas complètement tout dire. Puis le public arrive, on le déballe. Puis, hey! Suspense, surprise! C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Merci Didier. Merci. On a même le même cutex. On est littéralement dans les mêmes couleurs. Mais moi, mon cutex, c'est pas mal moins. C'est comme pareil. Comme ça, on s'était appelés. Daniel Le Sault-Farmer, Sophie Vaillancourt-Léonard. Pour clore la saison, vous allez adapter La trajectoire des confettis, un roman qui a gagné le prix des libraires en 2020. C'est Marie-Ève Thuot qui a écrit ça. Une brique, 700 pages. Hey. C'est une saga familiale par rapport aux relations, par rapport à la manière de faire famille ou de fonder un couple. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, Sophie, sur cette histoire-là qui se déplie sur une quarantaine de personnages? Oui, c'est une petite question simple en partant. La trajectoire des confettis, c'est vraiment une fresque, là. C'est un tableau. C'est un grand tableau de famille. Un peu comme un arbre généalogique, avec l'arborescence qui descend, tout ce qui se décline d'un noyau. Puis, comme tu dis, on passe quand même de 1899, on va jusqu'en 2026. Fait que, on se promène beaucoup entre le passé, le présent, le futur. Puis là-dedans, on a une constellation de personnages. Puis on en a vraiment 4 qui sont les 4 frères. En fait, 3 frères puis un demi. Xavier, Zach, Louis et Justin, autour de qui tout tourne un peu. On a la mère, on a le beau-père, on a les amoureuses, les enfants. Mais... Puis pour moi, ces personnages-là, ce sont des confettis. Toutes semblables de loin, mais tellement différentes de proche. Dans tout ce qu'ils ont de tout croche et de tout propre aussi. Puis c'est vraiment l'histoire de leur lien, en fait, de l'amour. Puis je pense que c'est pas une histoire d'amour, La trajectoire des confettis. C'est une histoire de l'amour, des amours, de l'amour d'une maman pour ses enfants, des enfants pour leurs parents, des frères entre eux, entre des hommes, entre des femmes, puis cette façon-là qu'ils ont de s'aimer pour ce qu'ils sont, puis malgré ce qu'ils sont aussi. Je pense que c'est vraiment ça. Donc, on suit vraiment ces 4 frères-là et tout ce qui les précède, tout ce qui va les suivre aussi dans leurs enfants, dans ce qu'ils bâtissent ensemble. Fait que c'est ça, oui. C'est un grand tableau familial.
Ce que je trouve full beau, c'est que ça rejoint autant des abonnés de très longue date que de nouveaux spectateurs, spectatrices, parce qu'on joue vraiment sur des éthiques de différentes époques, aussi des mœurs de différentes époques. Sophie, tu fais l'adaptation du texte. Daniel, tu fais la mise en scène. Oui. Je disais précédemment qu'on pouvait s'attendre à un jeu terriblement réaliste. Mais comment tu abordes, toi, cette fresque-là? Ben, si on parle au niveau du jeu ou de la mise en scène, c'est ce que je trouve formidable, c'est que Sophie parle d'une fresque, fait qu'on a un grand plateau, on a une immense distance au trident, donc une capacité à percevoir toutes ces confettis, ces constellations-là, ces étoiles de loin, ce qui brille. Mais ce que je vais aller chercher, puis ce que je veux qu'on vive comme spectateur, c'est une intense proximité dans les intimités de ces personnages-là. Puis Sophie en a parlé un peu, mais on parle énormément de sexe, de pas de sexe, d'abstinence, comment vivre sa sexualité en 1899 quand on est une jeune mère ou même un prêtre, jusqu'à des adolescentes en 2027 qui se questionnent dans cette grande ouverture sexuelle-là, ce que ça veut dire être des êtres sexuels et faire des enfants. Donc, ce que j'ai envie dans cet aspect-là, dangereusement réaliste, c'est que non seulement on s'identifie, mais qu'on se sente comme dans leur cuisine, dans leurs discussions et surtout dans leurs tabous. Fait qu'on a un recul, on a la beauté, parce qu'il y a énormément de beauté dans le roman, puis dans ce qu'on veut faire avec le roman, mais énormément de troubles. Parce que l'expérience humaine, surtout en amour, je trouve, il y a beaucoup de troubles. C'est des grands deuils, c'est des grands questionnements, c'est des grandes déchirures. Puis à travers l'œuvre, ben c'est des grands personnages déchirés qui trouvent un moyen de s'aimer pareil, en acceptant peut-être de s'aimer différemment. Ça me stimule beaucoup. C'est 700 pages, c'est majeur comme roman. Comment on fait pour adapter ça dans le sens que comment tu fais tes choix éditoriaux par rapport aux personnages que tu gardes, que tu enlèves? Eh là là! C'est en cours. Bien sûr. Mais c'est probablement ce qui est le plus vertigineux, en fait, là, quand on embarque dans un projet comme ça, de relire un livre qu'on a déjà lu, puis là, de se dire, OK, j'ai pas 32 interprètes puis 8 heures de show devant moi. Faut que je fasse des choix. Fait que moi, je me suis vraiment mis en mode, puis j'en avais parlé avec Daniel aussi, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Puis après ça, on dirait qu'il y a des choses qui tombent d'elles-mêmes, il y a des choses qui s'éliminent. Puis je dis tombe, mais en même temps, ça tombe pas. C'est juste que ça va être adapté différemment. Il y a énormément de personnages dans ce roman-là. Il y a beaucoup de trajectoires. Mais il y en a certaines qui sont en périphérie aussi, qui sont comme plus faciles à occulter parce que ces personnages-là peuvent exister sans être incarnés. T'as moins l'impression de tout dénaturer aussi. Je pense que c'est surtout là, fait que des personnages peuvent être vraiment formidables, mais sans être incarnés, ils vont juste être dans la bouche des autres. Mais tu sais, on assoirait 25 personnes ici qui ont lu la trajectoire, puis on leur dirait qu'est-ce que t'enlèverais? Il y a personne qui va répondre à la même chose. Fait que ça devient vraiment très technique de se dire, ben voilà, j'ai 13 interprètes, qu'est-ce qui doit être incarné? Je pense qu'il n'y a rien qui disparaît. C'est juste différent, c'est juste amené différemment. Les histoires vont être là, les trajectoires vont exister, mais peut-être que plutôt d'être sur scène, elles vont être rapportées. Daniel, c'est ta première mise en scène au Trident? Oui. Est-ce que je me trompe en disant comme premier grand plateau avec 13 interprètes? Pas. Merci de me le rappeler. Non, je suis ravie. C'est quoi que ça te fait, ouais? Comment tu abordes le théâtre par l'angle d'une institution? Est-ce que pour toi, ça se vit différemment que de le faire avec une plus petite compagnie de création? Ou... Bien, il y a deux angles là-dedans. Pour moi, il y a deux éléments. D'une part, c'est que c'est comme de magnifier ce que j'ai pu créer sur des plus petits plateaux et dans des plus petits espaces. Et puis voir comment on peut élargir les choses sans perdre au change le réalisme. Là, j'aime faire dans le réalisme. Mais par rapport au Trident spécifiquement, pour moi, c'est très émouvant, tu sais, parce que j'ai grandi comme interprète ici. Je suis formée à Québec. J'ai travaillé ici 8 ans avant de diriger une compagnie ailleurs. Puis c'est un endroit où je me sens toujours comme spectatrice. Et j'ai joué ici 2 fois comme... il y a quelque chose de mythique ici. Je me sens édifiée. Fait que là, de faire vivre ça pour l'œuvre, pour les interprètes, les concepteurs, essayer de créer un univers magique ou inviter les gens dans cet univers-là, c'est extrêmement vertigineux, mais c'est un bon vertige.
Et le Trident est un endroit où... c'est un endroit, comme j'ai dit, mythique et magique pour moi. Fait que je suis un peu en pamoison devant ce qui s'en vient. Ouais. Oui. Y a-t-il déjà des images que tu peux nous révéler ou des intuitions que tu as comme scénographiques? Naturellement, tout peut changer. Oui. On est au début de la création, sachez-le. Mais y a-t-il déjà des balbutiements artistiques qui naissent en toi? Ce que j'ai envie de faire avec ces confettis, donc les frères, la famille, des confettis différents qui tombent un peu pêle-mêle, j'ai envie qu'on donne accès au public à un genre de 360 de ces dialogues-là. Mm-hmm. Est-ce que c'est par des plateaux qui tournent? Est-ce que c'est par une mise en place? Mais en tout cas, qu'on ait l'impression qu'on est quasiment au cinéma et donc qu'on peut accéder à cette intimité-là au 360. Même de dos, même de face, dans une espèce de délicatesse des espaces quotidiens. Et probablement un traitement sonore qui nous donne aussi accès à cette quotidienneté, à cette intimité-là. Il y a un bar où deux personnages se rencontrent. Le bar est un peu un lieu central. Une plaque tournante. Une plaque tournante. Tout à fait, on parlait de plaque tournante. Alors, pour moi, les bruits du bar, tout ce qui occupe un environnement quotidien sonorement, pendant qu'on vit des malaises, un immense papillonnement amoureux, une séparation, une discussion difficile sur le polyamour. Qu'est-ce qui occupe nos espaces sonorement? Pour moi, c'est quelque chose que je veux magnifier. Dans le quotidien, quand on vit des grosses choses au niveau de l'amour avec un grand A, ces bruits-là incarnent quelque chose d'émotionnel. Et on parle pas de trame musicale, je parle vraiment de texture sonore. Ouais. Ça serait des pistes. Ben, c'est déjà... Et tout peut changer! Dernière question, qui est la question que je pose à tout le monde. De quoi, en très peu de mots, pour essayer de le réduire le plus possible. De quoi, selon vous, le public a-t-il le plus de besoin? De se faire raconter des histoires. Je trouve que l'histoire peut changer le monde. De le mettre en histoire, ça peut rafraîchir la mémoire, puis ça peut offrir aux générations suivantes une espèce de livre ou de représentation où est-ce qu'ils peuvent se rappeler d'où ils viennent. Et pour moi, au théâtre, comme spectateur, quand on me raconte quelque chose et qu'on m'interpelle et qu'on dégage mon écoute, à ce moment-là, tout est possible et je retourne chez moi et j'ai envie de rêver, me faire raconter d'autres histoires et de regarder les autres en cherchant c'est quoi leur histoire. Je pense que plus le théâtre est ancré à notre réalité, plus ça le garde en vie. Là, je pense que les gens ont besoin de ce miroir-là, qui est il y a besoin de s'identifier, de se voir sur scène, de s'identifier, de faire art. Je pense qu'il y a besoin d'amour. Il y a besoin d'être entendu comme ceux sur scène ont besoin de l'être aussi. Je pense qu'il y a un dialogue qui a besoin de se rétablir. Faut pas que ça pris de haut. Faut, je trouve, élargir ça pour que du monde qui savent pas c'est quoi, surtout les plus jeunes, aillent voir ça puis que ça devienne une culture populaire. Moi, comme spectateur, j'ai besoin que mes yeux fassent ça, qu'ils se promènent, et que je sois sollicité, que mon intelligence soit sollicitée, et que j'ai besoin de réfléchir pendant que je regarde, puis que je travaille, que le spectateur travaille. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a un côté actif là-dedans. Le cinéma, c'est pas ça. Le théâtre, c'est ça. Que ça soit comme les sensations qui priment, puis qui vivent, puis que ça donne lieu à l'espace de vivre des sensations. Puis si ça implique de parler, de manger du popcorn, c'est des sensations. Vivons des sensations. Je suis bien d'accord. Moins de tête, plus de corps, plus de cœur. La machine à sensations. Ça va rester en ça. Bien sûr. On va leur dire. Tu l'as dit assez souvent. La machine à sensations, je l'aurais dit trop peut-être, tu penses? Allez, une petite dernière. La machine à sensations. Parfait. Le public vient, mais a besoin de connexion. A besoin au-delà juste d'une rencontre, mais de connecter avec ce qui se passe dans l'espace scénique, avec l'art vivant. Ça peut le révolter, mais il y a besoin d'avoir une connexion qui peut être de l'amour. Ouais. On se retrouve dans un an. C'est malin! Oui!
Merci Daniel, merci Sophie. Merci. Youpi! C'est un rap! Oui, on finit ça avec ça. Cette saison, je vous propose d'aller à la rencontre de personnages qui cherchent définitivement la lumière. Ils aspirent à vivre avec fureur, à se pardonner, à faire l'amour avec fougue, à réfléchir avec nuance, à rire à perpétuité, à vieillir avec sérénité. Ce sont des héroïnes qui remettent en question nos manières de vivre, de communiquer, d'aimer, des héros qui luttent contre les a priori et leurs propres paradoxes. Ce sont des êtres fictifs qui doivent vous rencontrer pour exister, qui ne prennent vie qu'à travers votre regard et vos questionnements, vos larmes et vos applaudissements. Logés dans le cœur et le corps d'une centaine d'artistes, ils attendent leur naissance avec impatience. Et dans quelques mois, tout juste avant de disparaître, ils tenteront de susciter votre empathie, cet ultime remède pour anticiper la suite du monde.